Bonjour à tous et bienvenue. Le nouveau président du Libéria, Joseph Boakai, a remporté l'élection présidentielle et succède ainsi à George Weah. Décryptage dans Ça fait l'actualité. Retour sur l'élection présidentielle au Libéria avec Siaka Kone. Le président sortant du Libéria, George Weah, admet sa défaite face à son opposant, Joseph Boakai. Le vendredi 17 novembre dernier, l'ancienne star du football, au pouvoir depuis 2017, a reconnu la victoire de son adversaire après le second tour de l'élection présidentielle du 14 novembre 2023. Le dépouillement des votes dans plus de 99% des bureaux donnait déjà 50,89% à Joseph Boakai et 49,11% à George Weah. Aussitôt, l'ancien président a fait preuve de fair play en adressant ses félicitations et encouragements à son adversaire. À noter qu'environ 2,4 millions de Libériens étaient appelés aux urnes mardi et la participation a dépassé 65% selon les chiffres publiés par la Commission électorale. La coalition pour le changement démocratique CDC, avec à sa tête George Weah, cède le pouvoir à Joseph Boakai pour un mandat de 6 ans. Près de 20 ans après la fin de la guerre civile, c'était la première élection présidentielle au Libéria organisée sans l'aide des Nations Unies. La Commission nationale des élections, la NEC, a proclamé ce lundi la victoire de Joseph Boakai. Comment s'est déroulé ce scrutin? Que faut-il retenir de ces élections? Et quelles perspectives pour le Libéria? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le politologue Sylvain Guessant. Bonjour et bienvenue. Et le journaliste Lansine Bakayoko, bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatim. Alors messieurs, le Libéria est donc associé, je le disais tantôt, à des années de guerre civile et d'épidémie d'Ebola. Dans quel contexte sociopolitique s'est tenue cette élection présidentielle? Allez-y Bakayoko. Cette élection se déroule dans un contexte de forte tension, sur les questions sociales, parce que George Weah, qui avait fait la promesse de venir à bout de la pauvreté, apparemment n'y est pas parvenu. Il avait aussi pris d'énormes engagements, notamment sur les questions de corruption. C'est vrai qu'il a créé des institutions anti-corruption et il s'est inscrit à l'initiative de transparence des industries extractives. Il a mis en place d'autres dispositifs pour venir à bout de cette corruption, mais il n'y est pas parvenu. Aujourd'hui, le Libéria est 142e sur 180 à l'indice de corruption. Il y a aussi que le contexte politique... De manière générale, parce qu'on va faire son bilan après à George Weah à titre personnel, mais déjà de manière plutôt globale, générale, comme je lui rappelais, des guerres civiles, des épidémies d'Ebola, voilà, une première élection sans l'appui des Nations Unies, comment se portait ce pays avant ce scrutin, indépendamment même du bilan direct de George Weah? Oui, effectivement, le Libéria c'est vrai que le Libéria avait été stabilisé d'une certaine manière par le prédécesseur de George Weah, Ellen Sirleaf Johnson, qui avait quand même pris le pays dans des conditions difficiles. On venait de 2 guerres civiles avec Charles Taylor. Et George Weah prend le pays dans un contexte post-Ebola. Et l'Ebola avait décimé l'ensemble de toutes ces régions, la Sierra Leone, la Guinée, le Libéria. Et George Weah prend le pays dans un contexte où l'économie est mise à rude épreuve en raison de ce virus Ebola, où le Libéria était en quarantaine par rapport à ses autres partenaires internationaux. Alors un pays qui sortait de crise et qui était l'objet de fragilité économique et politique, c'était un coup dur. Et puis en 2019, George Weah doit faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19. Et pendant qu'il faisait face avec l'ensemble du monde entier, il y a la crise russo-ukrainienne qui est venue s'ajouter à cet environnement déjà délétère, en tout cas économiquement. Donc George Weah exerce son pouvoir dans un contexte extrêmement difficile. Les 6 ans sont passés sur des braises, mais il essaie quand même de relever le pays, puisque quand George Weah prenait le Libéria, le budget, en tout cas le budget de 2017, était d'à peu près de 400 milliards de francs CFA, si je fais la traduction, à peu près 572 millions de dollars. Et aujourd'hui, au moment où il sort,
le budget est autour de 500 à 600 milliards de francs CFA. Donc, mais la corruption reste très vive et la croissance est aujourd'hui autour de 4,8 points, tandis que l'inflation est à 7,66 points. C'est énorme, mais c'est quand même resserré par rapport au contexte mondial. Mais les Libériens ont mal appréhendé ce bilan et ils viennent de le sanctionner dans les urnes au profit de Joseph Boakai, qui par ailleurs qui a été vice-président et ministre de l'Agriculture. On va revenir sur les deux protagonistes de cette élection. Mais au-delà du choix justement de la personne appelée à diriger ce pays, ce scrutin était-il attendu selon vous par les populations? Oui, bien sûr. Vous savez, quand on sort d'un contexte conflictuel comme celui du Libéria, qui était une guerre au sens propre du terme, de 90-89 à 2003, avec peut-être 1 ou 2 années d'accalmie, les attentes de la population sont assez élevées. Voilà, avec une population de 80% qui a moins de 25 ans, donc des besoins de scolarisation, de santé, des besoins physiologiques, de reconstruction post-crise, c'est énorme pour un seul mandat. Voilà, malheureusement. En termes de conduite du changement, ça demande au moins une génération de stabilité. Donc 6 ans, c'est juste pour jeter les bases, pour installer des institutions, mais les résultats, à court terme, ce n'est pas palpable. Il va falloir une stabilité sur un certain terme et que l'État aussi puisse resserrer ses dépenses dans beaucoup de secteurs, de sorte à pouvoir voir réellement le capital humain connaître une certaine positivité. Bon, 6 ans, malheureusement, il n'a pas pu atteindre ce objectif. Ça va de soi, ce n'est pas possible. On ne change pas un pays en 6 ans. Je voudrais juste ajouter, pour corroborer ce que le docteur est en train de dire, 70% du budget du Libéria est affecté aux charges du personnel et aux services d'achat. Vous voyez, un pays qui sort de crise, quand on prend un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est vrai, à peu près 21% de nos recettes budgétaires étaient orientées vers les infrastructures. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 30-33%, même 35% qui sont orientés vers les infrastructures. Mais pour un pays comme le Libéria, où tout était priorité, l'ensemble des ressources a été affecté aux questions de paiement de salaire. Et ça, un pays ne peut pas se développer uniquement avec les salaires, mais il faut des infrastructures. Malheureusement, les capacités... Mais il faut bien payer les gens. Les capacités de mobilisation du trésor libérien sont assez faibles et donc le Libéria ne pouvait pas s'attendre à une régénérescence de son outil de production, c'est-à-dire les infrastructures. Et ça a été quand même un vrai problème. Et ce problème, comme le docteur l'a dit, on ne le résout pas en 6 ans, mais sur une génération. On va revenir sur le bilan du président sortant. Mais justement, Georges Weah du Congrès pour le changement démocratique, le CDC, était arrivé en tête du premier tour. Et il se retrouve là, comme en 2017, en ballottage face à Joseph Boakai du Parti de l'Unité, l'UP. Mais cette fois-ci, ce dernier remporte le second tour. Comment l'expliquez-vous? Qu'est-ce qui justifie, au-delà du bilan que vous avez plus ou moins dressé de son prédécesseur, qu'est-ce qui justifie cette victoire? Bon, la victoire vient de... D'abord, c'est une victoire un peu serrée quand même. Hein. Oui. C'est pas un grand score comme ce qu'on a pu percevoir en 2017. Donc, certainement que l'électorat du président Weah est resté un peu déçu de certaines attentes. Voilà. Comme on l'a dit, 80% de la population qui a moins de 25 ans, les attentes sont énormes. Un pays qui sort d'un conflit, qui n'a pratiquement pas de grand secteur économique pour susciter l'attractivité extérieure, les investissements en dehors du caoutchouc, qui a pu avoir quelques bailleurs internationaux, les minéraux. Tout ça est un peu lent. Sans oublier le contexte dont on a parlé, une guerre, donc tout ce qui a été détruit et à reconstruire, le système éducatif à lambeaux, le système sanitaire à lambeaux qui a subi également les affres de l'Ebola, la guerre de l'Ukraine est venue s'y ajouter, de l'autre côté le voisin guinéen qui n'est pas forcément stable, ça fait beaucoup pour le Libéria lui seul. Voilà. Donc nous sommes dans une démocratie. 6 ans après, il faut remettre la souveraineté au peuple pour qu'il choisisse un autre leader. Ils ont choisi. Donc pour vous, c'est quoi un manque de mobilisation du camp de Georges Weah et peut-être aussi une déception, et une sanction traduite dans les urnes? Mais je ne pense pas que M. Weah pouvait trouver des éléments de réponse aux attentes des populations en 6 ans. Je ne pense pas. Là aussi, comment vous expliquez? On est dans la même configuration qu'en 2017, mais cette fois-ci, le ballottage est favorable à Boakai.
Moi, je pense que la non-reconduction de George Weah exprime une certaine déception de la population vis-à-vis du numéro 10 du Milan AC. Parce que ce garçon notons, est venu d'un quartier difficile, un quartier précaire, le quartier Gibraltar, Monrovia, qui est un quartier de sa grand-mère. Donc c'est un quartier qui n'offre pas toutes les opportunités aux jeunes enfants. Donc George Weah, qui avait eu la chance, en tout cas par son talent footballistique, à migrer vers les grands clubs, son retour avait été considéré comme son aura internationale, sa stature. Les Libériens espéraient bénéficier de cette aura, de cette stature-là. Et George Weah, effectivement, avait vendu aussi sa capacité de mobilisation, de mettre au profit du Libéria son carnet d'adresses qui, à la vérité, effectivement, était bien fourni. C'est vrai que Joseph Boakai aussi est un ancien de la Banque mondiale, mais il était devenu il avait été un peu sédentaire, une sorte de sédentarisation, vu qu'il avait été ministre dans les gouvernements précédents et vice-président. Donc, on avait imaginé qu'il a fait ce qu'il pouvait, puisqu'il était dans l'exécutif. Or, au sortir de Sir Liv Johnson, les Libériens étaient un peu mitigés sur le bilan aussi de Sir Ellen Johnson. Donc, George Weah venait comme une sorte d'espoir, une sorte d'épouvantail contre la pauvreté. Et je pense que les Libériens ont surestimé sa capacité de réajuster. On l'a survendu, vous pensez, sur le papier, de manière théorique, on a survendu le profil. De façon théorique, ils l'ont survendu. Mais on peut comprendre, puisque le Libéria, venait d'une crise sauvage. Donc le Libéria, comme un naufragé, essayait de s'accrocher à toutes les branches. Malheureusement, George Weah ne pouvait pas répondre à toutes ces attentes, mais il a fait ce qu'il pouvait, quoique aujourd'hui, il a été sanctionné dans le box. Mais certains parlent aussi du jeu d'alliance avec justement Joseph Boakai, qui a profité de l'implantation, en tout cas de son parti dans certaines localités, et qui aurait fait basculer les choses. Justement, dans le nord-est du Libéria, c'est-à-dire la frontière de la Côte d'Ivoire, l'alliance avec Prince Johnson, M. Weah a perdu certains de ses alliés lors de cette élection. Au contraire, M. Bouquet, qui paraît un peu à une transition. Il a un certain âge, donc c'est pas sûr qu'il rempile en 2029-2030. Donc c'est une occasion pour les partis qui pensent à l'après Mr. Bouquet de sceller certaines alliances. Et donc l'équipe de Prince Johnson a choisi l'adversaire de M. George Weah. Donc je pense qu'ils auront le poste de vice-président. Et c'est une manière pour eux aussi de se préparer pour l'élection 2029 qui, à proprement parler, ne devrait pas avoir M. Bouquet comme candidat. Donc il y a ce jeu d'alliance aussi qui a joué. Mais ils sont tous des autochtones. C'est une des remarques, que ce soit M. George Weah, que ce soit le président élu, que ce soit Prince Johnson, c'est tous des autochtones qui essaient d'assurer la pérennité du pouvoir qu'ils ont rudement acquis à partir de 1980. Donc c'est un élément également qui compte. Maintenant, que devient l'élite des esclaves affranchis dans ce jeu d'alliance? Qu'est-ce qu'ils pèsent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils valent aujourd'hui? Vers qui se tournent leurs attentes? Bon, on verra avec le président qui vient d'être élu. On va parler justement de ce profil déjà dans l'exécutif, mais pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour comprendre cette personnalité bien connue des populations libériennes? Joseph Boakai. Oui, Jean Boakai. Oui, Joseph Boakai, si vous voulez, représente ce que le docteur a appelé les natifs, les ressortissants, enfin, les autochtones, les Libériens de sources multiséculaires, pour paraphraser un peu notre pays. Donc, Joseph Boakai, vous savez, par le passé, c'était une lutte entre ces ressortissants, ces autochtones libériens et ceux venus du Libéria. Et vous vous souvenez de l'époque de William Tubman, ensuite William Tolbert, qui a été dans cette lutte de pouvoir. Samuel Doe, qui est aussi un autochtone, était parvenu à renverser le régime de William Tolbert en 1980. Et donc ça consacrait le retour des autochtones au pouvoir. Malheureusement, il y a eu plusieurs tentatives. Ce pouvoir a été mal géré et ça a créé des clivages. Vous savez bien que ceux qui avaient pris le pouvoir en 1980, en plus de Samuel Doe, il y avait le vieux Thomas Kuyonka et Harrison Penou. Alors, ceux-là aussi étaient considérés comme des autochtones. Malheureusement, dans les luttes de pouvoir, ils ont été éliminés par Samuel Doe. Donc, cela a permis de créer quelques clivages encore davantage, même au sein de la population autochtone. C'est ainsi que survient la tentative de coup d'État de 1985
dans lequel était, semble-t-il, impliqué Charles Taylor. Donc, c'est par là que, c'est à partir de ce moment-là que le Libéria, bon, peut-être avant, que le Libéria bascule vraiment dans la violence, et on avait là le début les prémices d'une guerre civile qui n'a pas raté en 1989, lorsque Charles Taylor, réfugié aux États-Unis, revient pour une revanche. Donc, George Weah, Joseph Boakai, Charles Taylor est considéré comme un ressortissant américain. Donc, cette lutte a continué, et c'est ce qui ça a été difficile, puisque Hélène Sirleaf a continué d'exercer le pouvoir, elle aussi descendante d'Américains noirs, et le retour de George Weah était considéré comme une revanche des Autochtones. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes un peu comme dans le scénario du Libéria, de l'Afrique du Sud, avec l'ANC, où les Autochtones continuent d'exercer le pouvoir, mais pour quel résultat? Donc, Joseph Boakai, si vous voulez, représente une sorte de continuité par rapport aux Autochtones. C'est vrai, une alternance par rapport à George Weah, mais une continuité par rapport aux Autochtones. Donc, le symbole est fort, mais ça nous permettra quand même de savoir le bilan et de justifier un peu si ces Autochtones avaient des raisons d'évincer les natifs du pouvoir. Mais à l'écouter, il n'y a pas de véritable rupture. Vous validez cette théorie? C'est quand même deux programmes, deux visions, deux modèles différents. Ou le fait qu'ils soient des Autochtones, ça suppose une certaine continuité, peut-être la conservation du pouvoir. C'est ce que vous bon, un pays qui sort d'un conflit à propos d'une guerre comme le Libéria l'a connu, c'est un seul programme, hein, c'est la reconstruction post-crise. Et donc, dans un tel contexte, c'est plus la question des leaders qui pourraient marquer la différence. Aujourd'hui, c'est non plus le président Weah qu'on voit, c'est le président Bouquet qu'on voit, mais ça devait être la continuité, la scolarisation de la jeunesse libérienne, la construction d'infrastructures sanitaires, les routes, la voirie, donc la question de l'employabilité, les relations économiques et internationales, etc., etc. Je pense que c'est pratiquement le même programme qui va se poursuivre pour un pays qui sort d'un conflit armé avec ses nombreux morts. Donc, consolider la paix. Et là, c'est une grande victoire de M. George Weah d'avoir accepté. Voilà, donc, oui, justement, l'annonce. Parce que il y a eu des affrontements pendant la campagne. Hein. C'est ça, il y a eu voilà. mort d'hommes. Voilà, il y a eu des morts d'hommes et tout ici et là. Et des incidents donc, ont été rapportés entre les deux tours, faisant craindre même les lendemains de l'élection. On s'attendait à une crise post-électorale, surtout en cas à l'issue d'un vote serré. Mais c'est le contraire qui s'est passé. Déjà, comment l'expliquez-vous et a-t-on évité le pire dans cette affaire? Bon, je pense, oui, que le pire a été évité. Je pense que c'est vraiment un salut pour le président George Weah. Déjà avant la fin des proclamations, appelé son adversaire pour le féliciter, fait une déclaration publique. On a perdu les élections, félicitations à l'adversaire. C'est une leçon quand même dans cette CEDEAO qui a renoué avec les coups d'État. Ouais. Les présidents qui organisent des élections, qu'ils acceptent de perdre, il n'y en a pas beaucoup dans l'espace CEDEAO. Ouais. C'est à saluer. Son fair play est salutaire. Et 6 ans, ça passe vite. Dans ce contexte géopolitique. Oui, 6 ans, ça passe vite. En 2029, je voyais pour être candidat encore contre la de M. Bouquet ou alors celui que le camp Bouquet aura choisi. Confirmé, c'est un geste moi, je pense que, salutaire. Oui, moi je pense que c'est moins la victoire de Joseph Boakai que l'élégance de George Weah qui a reconnu aussitôt sa défaite. Parce que cette reconnaissance a permis une certaine désescalade qui était en train d'être remise en cause par rapport à ces militants. Parce que n'oubliez pas... Mais ça nous dit quoi? Que ça dépend des chefs, comme vous le dites. Les populations commençaient... On a eu des morts quand même, mais il a fallu que le patron du parti dise « on a perdu, on passe à autre chose » pour calmer les ardeurs. Oui, mais même si les ardeurs ne sont pas calmées, elles sont désormais sans objet. Puisque même quand vous vous battez, c'est pourquoi? Oui. Pour mettre George Weah au pouvoir, lui-même a déjà reconnu sa défaite. Donc, désormais, toute tentative de se maintenir par ses militants était désormais sans objet. Donc, ce qu'il faut saluer ici, c'est l'acceptation des résultats par George Weah. Et ça, c'est une denrée rare dans notre sous-région. Vous savez, l'histoire récente même de la Côte d'Ivoire en dit long sur l'inviolabilité
l'inviolabilité des résultats du scrutin qui sont fortement remis en cause généralement dans nos... on va pas continuer de dire de nos jeunes démocraties, mais en tout cas dans nos pays. Donc l'arrivée et la reconnaissance de sa défaite par George Weah, je pense que ça devait être salué à sa juste valeur. Parce qu'en réalité, ce n'est que partie remise. George Weah savait déjà que... il n'avait pas d'autre alternative que de partir, mais en réalité, en reconnaissant cette défaite, il se recule pour mieux sauter dans 6 ans. Et je pense l'impression qu'il part à la tête haute et qu'on parle plus de sa renonciation au pouvoir qu'à la célébration de la victoire de Macky. C'est ce qui va marquer ce scrutin. C'est l'image qui circule dans l'imaginaire collectif. Un président qui organise des élections, élections qui sont organisées sans l'appui pour la première fois du système des Nations Unies, et il n'y a pas eu trop de grands scandales de tricherie, on n'a pas eu les 115% de votants, on n'a pas eu les 150% d'électeurs, et donc tout le monde a accepté le résultat, et haut les mains, le monsieur a accepté de perdre l'élection qu'il a organisée. Il part, et je pense que dans 6 ans, il reviendra et il a toutes ses chances de gagner pour l'image qu'il laisse à la postérité, à l'histoire politique de la sous-région. Mais quels sont les défis? Vous l'avez dit, un pays en construction, c'est d'abord un chantier économique qui attend son successeur. Oui, je pense que Joseph Boakai, en tout cas si je m'en tiens à sa déclaration de bonne foi, a le meilleur profil. C'est un ancien de la Banque mondiale, ça veut dire qu'il a les clés. Il est censé être un expert de la question économique. Aujourd'hui, le Libéria a 7,6% d'inflation, comme je l'ai dit, et la croissance est autour de 4,8 points. C'est complètement disproportionné. Parce que pour un pays comme le Libéria, il faut au minimum une croissance à 2 chiffres. Et Joseph Boakai, qui a été ministre de l'Agriculture, sait que l'économie du Libéria repose en réalité sur l'agriculture. C'est vrai, c'est une zone diamantifère, une zone où il y a du fer, où il y a de l'or, mais en réalité, l'économie libérienne continue de reposer sur du caoutchouc naturel, sur le bois, sur l'exploitation agricole. Donc, je pense que le défi aujourd'hui, c'est de moderniser cette agriculture et de mettre les Libériens au travail. C'est vrai que je ne suis pas tout à fait optimiste quant à la capacité de Joseph Boakai de relever ce défi, mais je pense qu'aujourd'hui, il a toutes les cartes en main, il a la légitimité populaire, et il a bénéficié d'alliances de chefs de guerre, c'est-à-dire notamment, tu prends Johnson, donc il n'y a pas de menace de déstabilisation a priori, donc il devrait pouvoir mener à bien sa politique et mettre les jeunes au travail. En tout cas, l'un des principaux défis également, c'est la question de la pauvreté et de la lutte contre la corruption. Parce que n'oubliez pas que le sortant, son régime avait été gangréné par cette corruption. D'ailleurs, 3 de ses proches, notamment dont son chef de cabinet, il avait été contraint de les mettre à l'écart de son système. Quelle leçon faut-il retenir déjà, vous le disiez, par rapport, comparaison n'est pas raison, mais par rapport à ce qui se passe dans l'espace de la CEDEAO, vous nous disiez que c'est des élections, on va dire, dont le résultat est positif puisqu'on reconnaît sa défaite. Quelle leçon? Aussi, par rapport au profil de George Weah, ça veut dire quoi? Que malgré tout un réseau, tout un carnet d'adresses, on n'est pas forcément le meilleur candidat à une élection présidentielle? Non, développer un pays, apporter des éléments de réponse à la vie de 6 millions de populations comme au Libéria, ce n'est pas une affaire de leadership individuel. C'est toute une équipe, c'est une vision holistique qui demande beaucoup de personnes de bonne volonté, qu'on n'a pas toujours. C'est à saluer pour M. George Weah, qui a accepté de sanctionner 3 de ses proches. C'est rare dans l'espace CEDEAO. Dans les cercles restreints de nos dirigeants, de voir un président qui accepte de laisser ses proches collaborateurs aux mains de la justice. On n'en trouvera pas. On en trouve assez rarement. Donc, tout cela, pour moi, ça fait de M. George Weah un président exceptionnel, qui a un bilan qui fait passer le taux de croissance à 4,8% en contexte post-conflictuel. C'est immense pour un pays comme le Libéria. Surtout que ce n'est pas un pays qui dispose de grandes ressources, même pas d'université. Selon les normes sous-régionales, la guerre est passée par là. Et la guerre du Libéria, ce n'est pas la guerre qui s'est passée ailleurs. Donc, pour moi, M. George Weah sort vraiment le plus grand vainqueur de cette histoire. Voilà, avec le résultat qui a été assez serré, ses électeurs étaient assez jeunes, leurs besoins sont énormes, ils ne pouvaient pas y répondre dans 6 ans. Il a compris la leçon, M. Riti, M. Bouquet vient, et puis bon, on verra par la suite. Mais l'un l'autre dit, oui, 6 ans, c'est pas long, il peut se représenter. Vous pensez qu'il va et il peut poursuivre une carrière politique, George Weah? À mon avis, a priori, en tout cas en l'état actuel de la constitution libérienne, rien ne le contraint à rester dans les starting blocks. Il peut
se régénérer à partir de 2029. Et aujourd'hui, quand tu vois la texture du message qu'il adresse après sa défaite électorale, on sent bien qu'il est en train de faire les yeux doux au peuple libérien, en tout cas essayer de peaufiner son image, se donner l'image d'un démocrate, de quelqu'un qui met les intérêts de l'État, de la République au devant des siens propres. Donc je pense que ce message-là, c'est un message subliminal en direction des populations libériennes pour leur dire je reviens bientôt. C'est pareil, vous pensez que c'est pas un adieu, c'est juste un au revoir politique? Bon, on verra par la suite, hein, on verra. Ben, je pense que pour un homme politique, quand on a déjà eu à assumer ce genre de responsabilité et qu'on a des secours encore éligibles, c'est difficile de se retirer. C'est difficile de se retirer. Mais en 6 ans, il peut y avoir d'autres leaderships. On peut imaginer une coalition, enfin, on peut imaginer peut-être une nomination de Georges Weah à un poste éminent ou à haute responsabilité? Oui, je pense, j'y songe. Fondation Mo Ibrahim, l'Union africaine, l'ONU, de plus en plus, c'est d'occuper les présidents qui sortent, qui ont perdu des élections, ou alors qui ont fini leur mandat, de sorte à laisser leurs prédécesseurs gouverner en toute tranquillité. Je pense que Georges Weah devrait passer moins de temps, en tout cas les 2-3 prochaines années au Libéria, ça je le pense. Allez, ça sera le mot de la fin, messieurs. Merci infiniment, c'est déjà à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur RTI1 et à la réalisation, Fofana Mamadou.